Alors, si tu veux, Joachim, tu vois une ligne horizontale que je t'ai mise verte, hachurée, qui va de AS à descendant. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plan du sol à Alençon. Voilà. C'est le centre-ville, c'est la terre à Alençon. D'ailleurs, pour que ça soit plus figuratif, j'ai mis une petite maison sur la droite et j'ai mis un espèce de nébuleuse verte, c'est un arbre. Voilà. En plein milieu de la roue du Zodiac, il y a un point marron ou vert, je ne sais pas dans ta copie quelle couleur il est, et un petit bâton à côté. Le point, c'est l'endroit où tu es né. Le petit bâton à côté, c'est l'astrologue qui aurait très bien pu être au moment de ta naissance. Alors qu'est-ce qu'il aurait vu dans le ciel d'Alençon, qui est un ciel tout bleu? Alençon, tu sais bien que c'est toujours chaud. En Bretagne aussi, on prend Alençon toujours, avec un air en plus, voilà, le ciel est bleu. Et qu'est-ce que l'astrologue aurait vu? Il aurait vu un soleil en Gémeaux. Ça veut dire que tu es un natif des Gémeaux. Les Gémeaux sont caractérisés par beaucoup de choses. C'est un signe d'air qui met l'accent sur la communication, sur le relationnel, sur les échanges. C'est un signe extrêmement qu'on appelle plastique, c'est-à-dire adaptable. Très adaptable et qui s'insère dans toutes les situations et qui fait avec. C'est un signe double, c'est un signe donc qui a une dualité de tempérament, et là on la cerne, je pense assez bien, et qui précisément renforce encore cette espèce de souplesse, de cette plasticité. Et puis c'est un signe de primarité de réaction. Alors la primarité, ça n'a rien à voir avec avoir fait ses études primaires ou secondaires. La primarité de réaction, c'est le fait d'être investi par l'émotion instantanément et de l'évacuer aussi. C'est-à-dire, ça va de la spontanéité, de la franchise, la spontanéité, du ressenti tout de suite exprimé. C'est le contraire du ruminant mental qui va ruminer les choses pendant des années. Alors voilà un peu la caractéristique du signe des Gémeaux dont tu fais partie. Mais attention, cette souplesse, cette adaptabilité, ce côté aussi extrêmement cérébral, parce que Mercure c'est l'intelligence et la communication, comme je le disais, s'insère ici dans ce que je crois être la maison 8. En vérité, tu as le soleil en fin de maison 7, et le soleil en fin de maison 7, l'astrologue a souvent tendance à les basculer dans la maison d'après, et la maison 8, c'est la maison des crises, des états d'urgence, des drames. C'est une maison sombre. C'est une maison qui est en analogie avec le Scorpion, dont se situe d'ailleurs ton ascendant. Donc c'est un côté plus ténébreux, plus noir, mais aussi en analogie avec ce qu'on pourrait appeler le mythe des transformations, le phénix. L'oiseau qui se brûle et qui renaît de ses cendres, et après tout le métier que tu faisais était quand même un métier qui permettait aux gens, à travers l'épreuve, de sortir plus fort, plus épanoui, avec une envergure plus large, peut-être aussi plus brisée dans certains cas. Mais il y avait ce côté peut-être, et je crois qu'ici ton soleil est vraisemblablement à interpréter en 8, vraisemblablement. Mais bon, ceci dit, ce qui compte en astrologie très souvent, ce sont les planètes dominantes. Et les planètes dominantes, c'est précisément celles qui se trouvent toutes proches de l'ascendant, tout proche du descendant, à l'opposé, c'est-à-dire au coucher,
qui vont se coucher, celles qui sont complètement là-haut ou celles qui sont complètement en bas en fonction. Toi, tu as d'abord un Mercure extrêmement puissant. Tu as un Mercure. Mercurien, c'est la celle qui est à ta droite en regardant le thème, et c'est un Mercure dans le signe du Taureau. Alors le Mercure, c'est l'intelligence, ou plutôt le type d'intelligence, parce que le degré d'intelligence ne voit pas, mais le type, et le type d'intelligence en Taureau, ça donne une espèce d'intelligence extrêmement concrète, extrêmement pratique, qui confère énormément de prix aux choses vécues. C'est pas trop spéculatif, c'est expérimental. Et puis, il y a un certain réalisme avec le Taureau et une certaine suite dans les idées. Alors, ce Mercure, je te dis, c'est la planète de la communication. Moi, dans tous les ciels de naissance d'écrivains que j'ai, et surtout de journalistes, Dieu sait si j'ai monté 200 de grands journalistes ou d'écrivains célèbres, on a toujours des Mercure forts. Et pour moi, ton Mercure ici en foncier, au descendant, c'est ce qui te donne la griffe de l'histoire. Et je peux te garantir que si tu as le temps, si tu n'es pas compris par les ordres de la République, tu en feras certainement l'autre. Ce Mercure-là, c'est le Mercure d'ailleurs de Balzac, de Maurice Balzac, qui a écrit d'ailleurs sur notre ville commune, puisqu'il a écrit sur Alençon. C'est souvent un Mercure qu'on rencontre précisément chez les écrivains réalistes. Et puis, ce qui m'étonne, mais ce qui m'étonne moins, parce que sinon je ne vois pas comment tu aurais pu être directeur de prison avec ce thème-là, c'est quand même le milieu de ciel, et tu sais, ce qui est l'indicateur de la vocation ou de la réussite sociale, ou du moins de l'implantation de la vie sociale, qui est encadré par deux planètes. Saturne, tu vois, Saturne c'est une petite faux, et puis de l'autre côté, Pluton. C'est les deux planètes les plus sombres de la panoplie des planètes qui peuvent exister dans la panoplie de l'astrologie. Pluton, c'est le jugement, c'est le dieu des enfers, c'est celui qui juge, qui n'est ni méchant, ni bon, qui renvoie les hommes à leur propre image et qui les juge sur ce qu'ils sont. Hein. Sans faiblesse, sans indulgence, mais sans plus méchanceté. C'est souvent une planète de descente aux enfers. Et puis, ton milieu de ciel est donc encadré de l'autre côté par Saturne, qui est une petite faune. Donc, excuse-moi, c'est aussi ce qui est enfermé. Hein. Ah, c'est aussi le mystère, c'est aussi ce qui est enfermé, c'est le souterrain. Ben oui, c'est le souterrain, c'est Hadès, hein, c'est Pluton Hadès, c'est celui qui règne sur les âmes damnées. Sur les damnés. Et puis, tu as un milieu de ciel qui est encadré aussi par Saturne, qui est l'astre privatif. La privation, le manque, qui rétrécit tout, qui met des obstacles, qui met des épreuves. Donc, on peut se demander si ces deux astres un peu sombres qui encadrent ton milieu de ciel vont marquer précisément ta profession, ou si toi-même tu as pu avoir un destin ou une destinée peut-être sombre, je ne sais pas, avec tes parents, je ne sais pas. Dans tous les cas, le métier que tu fais correspond très très bien à Pluton. En plus, Pluton en Lion, hein, dans le signe de l'autorité, hein, et de la brillance, une éminence dans le monde du souterrain ou de l'occulte ou de ce qui n'est pas de la marge. C'est-à-dire, excuse-moi, oui, dans Lyon, en Lyon. Oui, c'est ce qui veut dire en brillant. Ouais. Ah, un idéalisme aussi. Ouais. Alors, par rapport à Pluton, Saturne. Alors, c'est ce que je voulais dire. Et puis, alors, en bas, complètement, au fond du ciel, tu as ce Jupiter qui est très très fort. Alors, on rencontre le Jupiter, comme je l'ai dit en préambule, on rencontre le Jupiter d'abord chez les notables,
Alors, que tu te donnes ou non, et que tu sois ou pas, tu l'es quand même. Maire d'Alençon, élu de la République, député, président d'une commission à l'Assemblée nationale, sans doute prochain ministre, peut-être, enfin, j'espère. Il y a un côté quand même notable qui est là. Et Jupiter, en astrologie, représente précisément la loi. La loi, le juridique, la magistrature et la représentativité. C'est ce que je te disais en préambule. Et là, ça allait être très bien. Alors, autre chose, ce Jupiter est en poisson. Alors, les poissons, pour ceux qui ne sont pas initiés à l'astrologie, sont représentés par deux poissons. L'un nage vers le haut à la verticale, l'autre nage vers le bas et toujours à la verticale. Les deux poissons sont reliés bouche à bouche. Alors il y a plusieurs choses dans le symbole. Il y a d'abord que les poissons qui nagent à la verticale, ça veut dire que lorsqu'on a des choses vraiment très importantes en poisson, il faut s'attendre à tout. On dépasse la réalité quotidienne pour rentrer dans une supra-réalité. Là, c'est Jupiter, c'est pas le Soleil, c'est pas. Mais deuxièmement, c'est qu'il y a un sens de la solidarité. Et que le poisson qui tombe, qui brille vers le bas, trouve toujours un poisson qui va vers le haut et qui le remonte à la surface. Et Jupiter, étant donné qu'en symbolique astrologique, c'est la planète de la protection, de la bienveillance et de la protection, et qu'elle se trouve ici, dans ce signe complètement humanitaire des poissons et de celui qui va sauver l'autre, je crois qu'il y a un rôle extrêmement réhabilitateur et dans cette chose-là. Et dernier point, et puis après, s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer sur le thème, je leur passerai la parole, c'est que là, il y a une maison, parce qu'on va parler de planète et de signes, mais en astrologie, il y a aussi les maisons. Et les maisons, c'est là où les choses prennent racine concrètement, les secteurs de la vie où se passent des événements. Or, les prisons, le monde de l'épreuve, le monde du resserrement, le monde des handicaps aussi. Alors les prisons, qu'elles soient morales, psychologiques, handicap ou prison réelle, c'est la maison 12. C'est l'arc de cercle dans ton dessin qui va du chiffre romain 12 jusqu'à Arès. Or, cette maison est vide. Moi, je m'étais dit, il doit y avoir certainement une chose importante là-dedans, c'est vide. Mais par contre, cette maison 12 est dans le signe de la balance. Or, la balance, c'est le symbole même de la justice. Il y a donc là, dans le thème, une association, mais quasi évidente, entre le monde de l'épreuve et le monde de la justice. Et de ce point de vue-là, je vais aller plus loin. Et là, c'est trop technique. C'est que le maître de cette maison 12, c'est Vénus qui se trouve sur la scène de la maison 6, qui est la maison du secteur public. Donc, rapport entre l'épreuve et l'épreuve et la justice, et qui nous renvoie le secteur public et le travail dans le secteur public. Le terme a l'air de quand même extrêmement bien fonctionner. Enfin, pour ça, il faut connaître l'astrologie, il y en a beaucoup qui... J'étais peut-être un peu trop technique. Mais moi, je te garantis que... Je ne vais pas vanter les qualités d'astrologue, je ne suis pas là pour ça, mais j'ai un ministre de la Côte d'Ivoire qui déplace de Côte d'Ivoire pour me consulter tout le temps. Tiens, petite anecdote, une personne arrive. Elle me venait de la part d'une autre astrologue qui n'avait pas pu la... Et je vois la recevoir. Et je vois dans son thème plein de choses en maison 9, maison du voyage. Avant même qu'elle s'installe, je lui dis, oh ben, vous ne devez pas vous ennuyer, vous êtes toujours entre vos valises. Elle me regarde des stupéfaite, elle s'assoit, et puis je continue là-dessus, et puis d'un seul coup, elle me dit, mais vous savez qui je suis très agressive même. Je lui dis, non, je ne sais pas, moi. Je lui dis,
dis, mais en plus, il y a Jupiter, la notabilité que je te disais tout de suite là. Et elle me dit, mais c'est moi qui organise les voyages officiels de Jocelyn. Paf! On voit, les thèmes, ça fonctionne bien. Je te garantis que celui qui a un peu d'expérience, là. Alors, ceci dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent un peu poser des questions sur le. Mais attention, sur le plan purement professionnel et absolument. Alors, vous avez dit que vous avez écrit ce bouquin pour vous faire plaisir. Ok, c'est bien. Vous vouliez aussi faire passer un message, je suppose. Quelque chose, non? Oui, parce qu'il y a beaucoup de messages, mais il y a tellement de choses qui ont été écrites sur disons, des livres de philosophie, technique. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce. C'est un peu facile d'écrire des choses, en dénonçant plein de choses. Moi, j'ai voulu vraiment faire un livre pour me faire plaisir, certes, mais également pour qu'il y ait une trace de ce que j'ai pu vivre. Parce que je suis un des rares à avoir intégré les plus grosses prisons françaises et je voulais qu'il y ait une trace, et pas n'importe quelle trace, une trace humaine, une trace agréable également, même si je traite des chapitres très, très durs, très difficiles. Donc, oui, il y a le message. Le message, il est simple. C'est des hommes et des murs, c'est le message de l'être humain. C'est-à-dire que peu importe les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer, il faut toujours croire en l'être humain. C'est ça un peu mon message. C'est ce que je pense aussi. C'est un message humaniste. Et à la fin, un côté très rigoureux, je sais pas, Didier disait Saturne, restrictive et tout, mais Saturne c'est la rigueur, c'est la loi au sens avec un grand L. C'est un peu en psychologie ou parfois c'est le surmoi du genre tu dois faire ceci parce que voilà, c'est imposé, c'est le gendarme, c'est dans la vie et tout, donc il y a un côté très rigoureux d'un côté, et ce côté poisson dont parlait bien avec Jupiter, il y a le côté à la fois de rencontrer l'humain derrière la rigueur dans l'action, mais de voir ce qu'il y a derrière, et de voir le côté humain qu'il y a derrière. Et la réhabilitation, en fin de compte, on a affaire à des gens qui ont un passé, etc. Et notre attitude, à mon avis, est très bien pour un responsable de milieu, etc. Alors maintenant, je ne sais pas si le message que vous disiez à tous vos collaborateurs, etc. Si eux, de leur côté, parce que dans tous les milieux, on trouve le bon et le mauvais, bien sûr. Je trouve que ce que vous exprimez, je pense que dans votre bouquin, il y a peut-être des choses que je n'ai pas du tout exprimées sur le plan astrologique. C'est que ce Jupiter en Poisson, cette protection quasi généreuse et salvatrice en quelque sorte, qui se double avec techniquement un trigone, il a un bon aspect. Neptune-Soleil, c'est typiquement les astralités qu'on rencontre dans le socialisme. Et dans le socialisme bien vécu. En gros, les dominantes neptuniennes, moi j'ai 3000 hommes politiques dans mes archives. Vous prenez les socialistes dominantes neptuniennes, vous prenez les gens droits et surtout d'extrême droite, et Dieu sait si j'en ai aussi dans mes tablettes, dominantes uraniennes. Margot, qui était l'astrologue dont je te parlais, qui fait beaucoup de mondial, associe Neptune au communisme et aux idéologies, disons, de gauche, humanitaires, et Uranus précisément aux idéologies fascisantes et d'extrême droite. Et donc, ici, il y a plein de choses qui vont à la fois dans le sens d'une rigueur, Saturne, trigone à Mercure, à l'intelligence, mais qui vont dans le sens d'un humanisme généreuse et d'une idéologie de gauche. C'est évident. Les gens qui ont plutôt l'ascendant dans le lion, les gens neufs, c'est des gens qui veulent justement mettre en lumière les choses, réhabiliter complètement les choses profondes, tordues, etc., et qui veulent vraiment les faire
les rendre lumineuses, etc. Donc, il y a un côté, je pense, comme ça. Ben oui, parce que Pluton est l'astre du sombre, du noir, et le lion, au contraire, un signe solaire, lumineux. Il y a une solarisation, quelque sorte, de l'homme. Alors, je pense que vous avez vraiment un sens de la justice, avec un grand J, je pense, que vous êtes un peu plus. Joachim, il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu dans ton livre aussi, c'est le chapitre sur Liancourt. Tu sortais, je crois, de Rennes, me semble-t-il, oui, c'est ça. Et puis on te propose deux prisons, alors une près d'Alençon, là, à Argentan, et puis une prison dont tu ne connaissais pas du tout l'existence et le mode. Et en fin de compte, c'était une prison pratiquement sans mur, au moins une prison très, très libertaire. Et c'est très intéressant. Ça, c'est un chapitre passionnant. Au milieu des bois. Une prison au milieu des bois, oui. Je donne un exemple assez négatif. J'ai connu, quand j'étais plus jeune, un adolescent qui avait 18 ans, pour des histoires de drogue et tout, s'est retrouvé à faire des prison. Et bon, là, je pense qu'à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant. Donc, ça, ce dont je parle, ça fait 30 ans, peut-être, 30 ans. Et je ne sais pas comment on met les jeunes par rapport à comment on répartit dans les cellules, etc. Les différents individus, les uns par rapport aux autres, si on ne mélange pas n'importe qui, n'importe comment, je ne sais pas exactement comment c'est fait. Enfin, je sais que ce gamin-là, je dis gamin parce que je l'ai connu jeune, 40 ans, il a quand même dû subir, c'était un bon garçon. Il a dû subir des choses assez dures parce qu'il a eu un enfant, et même quand son fils était malade, c'est ça qu'il était incapable de lui prendre sa température, de lui mettre un thermomètre dans les fesses, il n'a pas du tout fait. On peut imaginer tout ce qu'il a pu subir éventuellement. Oui, c'est quoi l'état? Maintenant, les moins d'intérêt, on ne peut pas mélanger les jeunes de moins d'intérêt avec plus d'intérêt. Ouais, comme ça, ça tient à cette séparation. Moi j'aurais une petite question. Je travaille 10 ans à l'immigration, je pense à la justice. Et il y a une question que je n'ai jamais posée à un directeur de prison, j'en profite. Je suis plus directeur. Non, j'en profite aujourd'hui. C'est que, surtout en plus par rapport à notre thème, gémeaux, l'humanisme, le sens, côté liberté, est-ce qu'à un moment donné, on se sent pas enfermé quelque part en tant qu'individu, en étant toujours aussi en prison, est-ce qu'il n'y a pas cette... J'ai jamais eu ce sentiment d'enfermement. Peut-être que 2 fois, quand je suis dans ma vie, je me sens encore plus enfermé que quand j'étais en prison. Ça n'a jamais été dans le monde, pas du tout. Parce qu'on oublie vite les barreaux, parce qu'il y a des rapports humains, vous avez des services, vous avez des personnels, on oublie vite. Simplement, le seul problème, c'est que quand vous dirigez des établissements comme 3 000 à 4 000 détenus, où il y a une surpopulation, c'est le fait de dire mais on a des difficultés à protéger les détenus lui-même par rapport au Qaïda, par rapport aux menaces, par rapport Et ça m'a toujours travaillé. Le fait qu'on ne puisse pas bien protéger les personnes les plus vulnérables. Parce qu'on a effectivement dans la population humaine des personnes qui sont très vulnérables. Et donc, moi j'ai beaucoup travaillé pour créer par exemple des secteurs spécialisés pour protéger les détenus les plus vulnérables. On a mis en place des services d'accueil qui permettent effectivement au service de mieux observer le détenu de façon à faire un diagnostic et à vite, rapidement, mieux affecter. C'est un travail qui a été fait. Et ça, c'était mon gros souci d'enfermement pour les maisons d'arrêt. Autrement, le sentiment de dire je suis également en prison, non, ça là-dessus. Franchement, j'ai travaillé au ministère de la Justice, j'ai travaillé dans différents services. C'était le. Moi, j'ai pas eu de sentiment particulier. Est-ce qu'on mélange aussi les petits délinquants, les criminels dans les cellules? Ça peut arriver. Normalement, on ne devrait pas le faire. Mais ça peut arriver. Alors, dans les établissements pour peine, non, parce que là, c'est des détenus avec des quantum de peine.
Ma maison d'arrêt, ça peut arriver parce qu'actuellement il y a une surpopulation, il n'y a pas cette tâche du tout, donc on est 3 détenus. Alors moi j'ai réinstauré du système, vous avez, quand j'étais à l'inspection générale, j'ai fait une recommandation en disant bon d'accord, il y a des détenus qui veulent être ensemble, ça arrive hein, des détenus qui veulent être ensemble. Ils sont ensemble en prévention, ils sont condamnés, il faut qu'on les sépare, ils sont rendez-vous. Donc moi j'avais instauré le système, quand on affecte un détenu avec un autre, au moins que le détenu soit d'accord. Qu'il y ait un accord des détenus pour éviter les difficultés. Ça, j'avais fait cette recommandation. Je ne sais pas si c'est toujours en application, parce que ça fait pas mal d'années que j'ai quitté. Ça n'a pas beaucoup de temps, enfin, moi j'ai fait l'inspection. Mais donc, on essaye quand même d'améliorer. Évidemment, on a noirci quelquefois volontairement ce qui se passe dans les prisons françaises, parce qu'il n'y a pas qu'une seule prison. Vous avez des prisons où les conditions sont remarquables, et puis d'autres pas du tout. On ne peut pas généraliser. Alors, moi, j'ai voyagé dans l'Europe, je suis allé en Angleterre, je suis allé aux Pays-Bas, je suis allé en Danemark, je suis allé dans des prisons, en Moldavie. C'est-à-dire que tous les pays européens ont les mêmes problèmes de surpopulation que la France. Parce qu'on a effectivement une délinquance qui se développe un peu partout en Europe de l'Est. Les difficultés, moi j'ai rencontré par exemple les Anglais, ils sont submergés par les détenus. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient même mettre sur des bateaux. Mais en France, en 1885, on a inventé une loi extraordinaire, libération conditionnelle. On voulait libérer un Italie. Parce qu'il y avait déjà trop de détenus. Puis alors, comme on s'est dit cette libération conditionnelle pour faire limiter, on va faire une loi extraordinaire. Tous les multirécidivistes, on les évacue dans les bagnes. Les bagnes, autrefois, c'était uniquement pour ceux qui étaient condamnés aux travaux forcés. Et en 1885, on évacue tous les multirécidivistes dans les bagnes, en Guyane. Ce qui fait que les prisons françaises sont complètement vides. Il n'y a plus de surpopulation. Et comme on disait que le détenu, quand il est condamné à 3 ans par récidive, doit rester 3 ans, en plus, ça faisait 6 ans, et que comme il ne pouvait pas revenir, parce qu'il fallait bien qu'il paye son bateau, revenir, donc il restait en Guyane. Et ceux qui étaient condamnés à plus de 7 ans, ils restaient à vie en Guyane. Ce qui fait qu'en métropole, effectivement, de 1885 en 1945, on n'avait pas beaucoup de détenus en France. Parce qu'ils étaient en Guyane. Vous savez comment on les appelait, les bagnes, on l'appelait la guillotine sèche. Parce qu'il y avait un taux de mortalité dû à la maladie qui était très fort, trop élevé. Donc, maintenant, nous sommes en surpopulation. Vous savez que le gouvernement actuellement est en train de revoir la loi pénale. Nous sollicitez d'ailleurs que je puisse au moins travailler là-dessus. Donc, est-ce qu'on va, le sujet là, est-ce qu'il faut construire 90 places dans les prisons, ou au contraire revoir toutes les peines, en disant qu'il y a des peines qui sont nécessaires, effectivement, parce qu'elles sont graves, parce qu'il y a de la violence, il faut les écarter de la société pendant quelque temps. Est-ce qu'il y a des faits qui pourraient être plutôt dépénalisés en développement, par exemple, en développant la liberté, le placement extérieur? Donc, ce point-là, on est en train d'y réfléchir. Mais vous savez, les chiffres sont redoutables. Le ministre de la Justice, comme le ministre de l'Intérieur, lui, ce sera le chiffre total. On dira, mais monsieur, vous avez fait ça, mais n'empêche que la délinquance a encore augmenté. Vos discours, et ça, c'est compliqué. La sécurité, c'est le même. C'est des cellules individuelles. Ça, c'est obligatoire pour les personnes. Je ne pense pas. C'est vrai que Je ne pense pas pour les. il faut construire. Je ne pense pas pour les petits délits. Pour les petits délits. Oui, bien sûr. Il y a vraiment une collaboration entre les Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en européen, vous savez que quand vous allez en Russie, en Ukraine, en Moldavie, il me reste un peu en France. Je vous assure, hein, j'ai visité, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, il n'y a aucun droit. Les détenus ont des droits. Même aux États-Unis, les détenus ont des droits. Les avocats sont présents, ils passent devant une commission de discipline, ils peuvent se faire défendre gratuitement par les avocats. Ça c'est plutôt bon signe. Le fait que des avocats puissent rentrer, le fait que par exemple la santé est prise en charge par les hôpitaux, le fait que l'éducation nationale est présente, le fait que ce sont des enseignants de l'éducation, ça veut dire que le droit. Par contre, on ne va pas demander non plus à l'administration pénitentiaire de faire des miracles. Quand vous avez des détenus qui font beaucoup de violence, qui sont pour différents motifs par rapport à leur éducation, à leur formation, c'est pas parce qu'ils vont en prison qu'ils vont arrêter leur violence du jour au lendemain. Ça c'est compliqué, ils ne vont pas faire des miracles.
C'est ça. Et voilà, et vous avez beaucoup de détenus, une seule feuille, on peut en venir, puis d'autres, que l'on fait peut-être qui. Moi je l'ai vu, j'ai discuté avec des jeunes détenus, bien écoutez, moi j'ai pas de famille, je suis tout seul. Moi la prison, ça me. C'est pas plus que ça. Je dis, tant pis, je suis en prison, je trouve mes copains, je mange à la fin à peu près, mais c'est pas terrible, je me fais soigner bien. Et ça devient inquiétant. Parce que la réinsertion des détenus dans la vie courante, c'est un parcours du combattant. Je disais souvent aux détenus, le problème, quand vous êtes en prison, ça va. Hein, vous avez été élu, surtout quand vous êtes en prison neuve, vous avez été à l'intérieur maintenant. Mais quand vous allez sortir, là c'est autre chose. Là vous êtes quelquefois seul. Là c'est le parcours du combattant. Le médecin, bah, si vous n'avez pas de carte verte, il ne peut pas vous faire soigner par prison. Et c'est ça le problème. C'est vraiment le dispositif de réinsertion qu'il faut renforcer. Si on veut éviter la récidive. Ça c'est assez compliqué. Puis il y a des détenus également qui ne peuvent pas se réinsérer. C'est les ceux qui sont encore dans les grands trafics, alors ils peuvent aller en prison, ils vont sortir, ils vont récidiver. On connaît. Ce qui va faire les portiers, bientôt sur les écrans. Ils ne peuvent pas être. Donc là, il faut que la société réponde. À un moment donné, on ne peut pas dire on va se croiser les bras. Par contre, il y a une majorité de détenus qui veulent se réinsérer. Ce qui me semble très dangereux, Joachim, quand même, c'est la tendance actuelle de construire de nouvelles prisons sans détruire les vétustes et les confier au secteur privé. Je crois que tu étais un peu d'accord, je dis non, oui, parce que maintenant le secteur privé fasse du bénéfice sur la peine d'autrui, je trouve ça vraiment. Pour l'instant, on n'a pas de prison privée, on a simplement des fonctions qui sont liées à des groupements privés. On n'a pas de prison privée comme en Angleterre. Oui. En Angleterre, vous avez le système de prison publique qui est totalement privatisé, sauf que l'administration financière a un regard, aspecte tout ce qui est juridique et tout ce qui est punition et décision, c'est les fonctionnaires qui sont incréés, qui le font, mais on a des prisons privées, c'est bon. Je crois que vous voulez poser une question. Non, pas une question, quelques commentaires. Quelques commentaires. Et puis après, je crois que. Après, oui, tu as un peu pressé. Et puis après, tu vas peut-être dédicacer des livres si les gens veulent. J'ai dû les prendre dans une librairie à Monson, j'en ai pas beaucoup, évidemment. J'en ai pris 5. Ceux qui veulent, il faut payer en liquide parce que j'ai pas le droit de recevoir un chèque. D'accord. Et le libraire m'a dit qu'il faut que nous les liquide. Donc voilà, j'ai racheté 5. D'accord. Moi, j'en ai un, mais je voulais en prendre un aussi. Tu m'en gardes. Précieux. C'est combien excuse-moi, je crois que c'est un peu cher. Enfin, non, 14,50. Combien 14,50. 14,50 €. Je peux prendre la parole? Oui. Donc je vais faire des remarques diverses et variées en vous demandant évidemment toute votre bienveillance. Joachim, lutin facétieux et mes camarades astrologues. Alors je vais commencer par l'homme politique, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne vais pas appesantir là-dessus. Mais Astrotène dit, maire de Livray, donc 83, on dit vraiment tout jeune. Hein. Donc il y a une vocation politique et humaniste, excusez-moi le terme, humaniste, humanitaire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais bon, on l'a déjà évoqué, on va continuer. Le maire d'Alençon, communauté urbaine. Et alors, Astrotène, je ne sais pas si vous connaissez, il est de lutin, il n'est pas du tout, mais il est par ailleurs, Joachim, le traditionnel candidat PS aux élections législatives, élu à l'Assemblée nationale pour la première fois le 7 juin 2012. Donc, alors, de la remarque, évidemment, on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais c'est un élément important. Le Jupiter en maison 4, excusez-moi des considérations techniques, on est là pour vous découper en morceaux et vous écarteler. Voilà, donc en maison 4, je suppose qu'effectivement, c'est la bienveillance et aimer gouverner dans votre clan, dans votre quartier. C'est les racines. Oui, parce que maire, tout votre pédigré se fait effectivement dans votre circonscription.
est considéré comme votre foyer. Si je peux faire une petite remarque en astrologie, Joachim a certainement d'autant plus de mérite que l'Orne et Alençon est quand même une terre un peu bourgeoise et traditionnellement quand même à droite. Seul un PS, Pierre Mauger, que je connaissais bien, qui était très, très gentil, avait réussi à accéder à la mairie d'Alençon. Et c'est quand même un fief. Avant, Mauger, c'était Moutricy et ouais. Il n'y a jamais eu de député. Voilà qui est le premier député de gauche dans ce fief. C'est bien. Je peux continuer. Autre remarque, je vais reprendre le milieu du ciel, c'est-à-dire tout en haut, qui caractérise la destinée sociale, professionnelle, mais le dessin personnel. Et on a vu, la remarque a été faite. On commentera une autre fois, quand vous aurez un peu plus de temps, Pluton, encadré par Pluton et Saturne, des planètes extrêmement austères. Saturne, lui, donc, est une des planètes les plus importantes. Hein, après Pluton, Mercure et Jupiter, bon, il y a la Lune, et pour mémoire, la Lune, en besoin, et Saturne. Je pense qu'on peut évoquer parce que c'est un astre d'intimité, et je ne veux pas violer Joachim dans sa vie. Enfin, bref, si ça va avec la personnalité. Hein, la personnalité, un ego certainement assez bien dimensionné. En fait d'ego, bon, je reste sur Saturne. Saturne et Vénus sont ce qu'on appelle les maîtres de la maison 12. Alors évidemment, pour quelqu'un qui, comme par hasard, est tombé dans les prisons, hein, vous disiez c'est par hasard. Et nous sommes troublés par des hasards qui n'en sont pas, entre guillemets. Hein. Et donc, effectivement, ce Saturne et cette Vénus, dont on a vu que c'est le service public, mais aussi le dynamisme et la primarité en bélier, et aussi l'amour de l'humanité, excusez-moi, l'amour des gens en général, sont les maîtres de cette maison 12, à travers la balance, donc Vénus et Saturne. Puisque j'en étais sur Saturne, on a vu tout à l'heure, c'était signalé par Lutin Facetieux, il l'a signalé, le Gémeaux, Mercure, l'importance du Gémeaux Mercure, c'est-à-dire l'expression. Et alors, notre Joachim est un homme très maîtrisé, mais dont l'expression est parfaite. Hein, tu l'as remarqué à travers le livre. Bon, or, ce Saturne est maître de la maison 3, c'est-à-dire le secteur de l'expression, de l'édition. Alors ça c'est très très intéressant. Par Capricorne et Verseau. Je te coupe 2 secondes. Non, mais d'accord. Capricorne et Verseau. Si tu veux, je te coupe 2 secondes parce que en astrologie, tout ce qui concerne l'écrit ou la diffusion d'une œuvre, et en particulier l'édition, c'est du recours de la maison 3. C'est l'arc du cercle qui va de 3 à fond le ciel. Elle est en Capricorne. Ça laisserait entendre d'abord que c'est une création dans l'édition, dans l'écrit, dans la propagation des idées, qui va obéir au Capricorne, c'est-à-dire à la rigueur, au sérieux, à la profondeur, mais aussi au temps. Il n'est pas question d'écrire un roman ou des essais à 18 ans ou à 19 ans. Le Capricorne, c'est en liaison avec ton âge, avec l'âge de la maturité. Et puis deuxièmement, le maître de cette 3, c'est précisément Saturne qui se trouve au milieu du ciel là-haut. De telle sorte que c'est aussi par l'édition, ou par la radio, ou par la propagation des idées, du verbe, que tu devrais t'épanouir en quelque sorte le mieux. Alors ça peut être, attention, ça peut être aussi en tribun à l'Assemblée, hein. C'est pas forcément avec le livre, ça peut être par les radios, par les télévisions, par des questions orales posées à l'Assemblée.
Mais cette propagation de l'idée, cette diffusion de l'idée, dans ta maison lisse et au plus haut du ciel, c'est un truc qui te hisse complètement. Ça, c'est garanti. Et puis, peut-être vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent, vous devez le faire. Oui, peut-être pas trop longtemps parce qu'il faut partir. Je vais vous poser une question. Hein? Bon, non, mais j'attendais que je donne je vais essayer d'être rapide, parce que, évidemment. Alors, je pense, maître de la maison 12, qu'on a essayé de définir, un jour, on vous en dira plus sur ces questions. Vénus, le premier maître de la maison 12, donc qui fait son travail de prison avec vénusté. Avec gentillesse. Donc avec gentillesse, amour. C'est ce que vous avez appris tout à l'heure. Bienveillance. Bon. Et alors, pour mes camarades astrologues, je vous fais remarquer que cet Occident, c'est-à-dire à droite, est très très rempli, c'est-à-dire vers les autres. Hein, et bien là-dedans, on a en particulier cette Vénus, ouverte aux autres, dans la maison 6, c'est-à-dire en fait près de dans le travail quotidien, mais aussi vers les autres, laquelle rejoint cette maison 6, Vénus, ce Mars, Saturne en Vierge, qui vont dans le même sens de la vie, vers les petits, les enfermés. Mais ce que je voudrais faire, cette remarque technique, que Vénus conjoint à la part de fortune, est sur un iode. Ne sois pas trop technique. Non, mais voilà, la remarque est faite. Ganesh, Vénus, c'est gentil, mais... Et puis alors, une autre remarque pour Ganesh, je vais le voir sur le dessin. Bon, on verra ça en petit comité à la maison. Parce que là, voilà. Par contre, je crois que... Dernière remarque. Il me semble que entre Jupiter, Saturne et le Soleil va dans le sens de l'homme public, le notable, parce que même si c'est des aspects difficiles, bon, dans l'occurrence, c'est dans des signes qui vont bien, et puis à mon avis, c'est le notable. Voilà, et en particulier ce qu'on appelle nous le complexe de spectacle. Je crois, alors, mais décidément, il y a des questions partout. Soyons brefs, parce qu'il a 300 km à faire. Il me semble que quand vous avez accepté cette profession, il y avait quand même chez vous le désir d'améliorer les choses quelque part. Vous devez être, à mon avis, conscient que les choses n'étaient pas tout à fait forcément, etc. Et je pense chez vous, justement, ce Saturne et Pluton qui englobe, qui entoure le milieu du ciel, je crois qu'il y avait cette volonté, quelque part, de dire, bon, je vais essayer de voir ce qui ne va pas et d'améliorer. Il y avait ce besoin, à mon avis, ce besoin en vous, ce besoin d'améliorer les choses. Pas uniquement un truc administratif, ceci, cela. À travers les histoires, on en sort. À travers les histoires que je raconte, les choses pour lesquelles je me suis battu, j'ai injustices que vous pouvez rencontrer. Tu as le Mars de Napoléon. Oui, un Mars en Vierge. Le Mars stratégique. Mars, c'est la planète de l'activité. Et en Vierge, c'est très perfectionniste. Très très perfectionniste, très méticuleux, très homme de dossier, mais ceci dit, toujours avec le besoin de s'occuper des personnes faillantes, avec la Vierge. Mais c'est le Mars qu'avait Napoléon, un bon Mars en Vierge, mais c'est mon Mars aussi d'ailleurs. Et pour faire une révélation à Joachim, j'ai eu un ascendant à 15 degrés de Scorpion comme le sien. Exactement. C'est pour ça alors il y a deux. Moi j'aurais voulu poser une question peut-être dans le ici et maintenant. Marielle Garel, psychanalyste. Donc je ne veux pas ici traiter de psychanalyste. Mais simplement, si on regarde les transits actuels, je les trouve quand même intéressants, on n'en parlait pas. Non, mais on en je trouve ça toujours un peu dommage. Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Extraordinaire. 3 planètes. Donc déjà,
une question que vous ne pouvez pas répondre, mais quand même l'opposition Saturne-Jupiter, c'est un transit qui se fait tous les 20 ans. On peut regarder tous les 10 ans. Donc est-ce que dans le parcours, peut-être qu'il y a un marquage, peut-être, je veux dire. Ce serait intéressant de voir tous les 10 ans qu'est-ce qui se passe effectivement à ce niveau-là. En ce moment, se refait, je dirais, le Saturne en Scorpion, où là, j'impose ce que j'ai vu, le constat. Quand tu disais tout à l'heure Mercure écrivain, bon ben ça si tu veux, mais c'est le scribe aussi. Oui, c'est celui qui va, c'est des méthodes chez les Égyptiens. Donc celui qui va faire des rapports assez détachés de la fête. Mais on voit bien qu'avec tout ce qu'on a pu dire, il y a quelque chose qui passe au-delà. Et donc là, c'est maintenant un constat personnel. Je laisse au public qu'effectivement nous avons tous une vision pas si rose que ça de ce que sont les prisons. De ce que c'est aussi la sécurité. Là, on a brossé un tableau un petit peu juridique, mais en tout cas, j'ai une espèce de haine contre la prison. Donc, quelque part, votre ouvrage va peut-être réconcilier les gens qui finalement, pourquoi être incarcérés, pourquoi finalement des gens qui, de toute façon, comme vous disiez, le banditisme n'a pas réglé. C'est la partie ombre de Jung. Ça aussi, on est devant le mur, on le saute, on se confronte. De voir la réalité en face, quand on a peur, on le regarde la peur en face. On ne l'évite pas. Et je pense que ça, c'est ce qui m'intéresse. Vous ne connaissez pas. Mais c'est de voir cette réalité du mur en face. Et que maintenant, vous donnez votre point de vue, non pas comme on a pu faire, comme vous le disiez, mais avec cette légèreté peut-être mercurienne comme un voyage, mais quel drôle de voyage, on est chez Céline, vous voyez, il y a quelque chose quand même de plus que tragique, il y a une espèce de pourriture humaine aussi, on en parle pas assez, dans cette pourriture, comment peut-il y avoir une espérance? Bon. Donc là, c'est peut-être votre livre qui n'est pas le grand livre, la grande œuvre peut-être que nous attendions, alchimiste peut-être, mais quelque part quelque chose de peut-être plus simple. Moi j'ai aimé les récits qui vont nous amener à cet humanisme. Bon, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est autre chose. Hein. Oui, est-ce que j'ai un peu... Alors les transits sont actuels, c'est-à-dire une énorme diffusion, et ce que je trouve plutôt modeste, et je dirais même pas modeste, c'est un garde-fou de ne pas se laisser manger par la médiatique. Parce qu'avec ce Neptune sur le Jupiter actuellement, il y a l'inflation psychique. Vous pouvez y avoir. Le retrait. Vous savez ce que c'est un mur, vous savez votre expérience. Donc là, il y a une espèce de protection quand même. Hein. Parce qu'on pourrait dire, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi par rapport à l'ego, parce que l'ego, là on pourrait dire, tiens, voilà, je vais révéler ce qu'il y a de sombre et ce qu'il y a de lumineux. Donc avec un Neptune sur Jupiter, je vais autant vous dire, il n'y en a plus d'un qui disjoncterait. Hein. Non, non, est-ce que tu es d'accord? Parce que j'ai des éléments d'ego, justement. Parce qu'il y a Saturne qui vient autoréguler. Puis se bat enfin, il me semble que ce Saturne-là, actuellement, va, et puis ça va durer quand même une bonne année. Hein. Oui. Et je pense qu'après, il y aura des propositions. Enfin, ça, c'est autre chose. Après, il y aura des propositions. Et pour l'instant, vous mettez votre vieux. Si tu me permets, dans un an, il va y avoir Jupiter sur son axe social, mais ça se passe comme Saturne qui passe sur l'océan. Mais actuellement, c'est un truc fabuleux, c'est l'ouverture tout à l'heure. Enfin voilà, oui, c'est pas si ça correspond un peu. Je voulais faire une petite remarque. Le soleil symbolise la conscience, l'astrologie, et proche de la maison 8, c'est une crise de conscience. Alors, crise de conscience entre quoi et quoi? Entre les valeurs de Saturne, qui est au service de la justice, parce que, d'abord, il culmine, mais le maître de Saturne est en maison 7. La maison 7 est analogiquement reliée au signe de la balance, donc, il y a une crise de conscience entre, c'est ce que je perçois, entre les valeurs de justice à la 4, Saturne en Vierge, et puis une dimension humaniste qui est parfaitement illustrée par Jupiter en Poisson, laquelle dimension humaniste est libérée parce que Jupiter est au trigone d'Uranus qui symbolise la libération. Voilà, c'est comme ça que... Oui, puis ils sont opposés. Et Jupiter est opposé à Saturne face à face. Voilà, donc il y a un vrai conflit, et au milieu de ce conflit, il y a cette prise de conscience de ce conflit entre Jupiter, les valeurs de Jupiter et les valeurs de... double carré du Soleil. Donc, le Soleil est très bien en place. Ah oui, c'est non mais bon, comme on l'a dit, ça c'est autre chose. Qu'en pensez-vous, Joachim, de tout ce qu'on a dit comme bêtises? Écoutez, c'est pas une bêtise, parce que moi j'avais bien l'idée, mais l'astrologie m'a toujours interpellé.
mais pas interpeller négativement, plutôt positivement, parce que les astres existent, les planètes existent, l'univers c'est quelque chose de fabuleux, l'infini, etc. Pascal. Donc, je pense que les remarques que vous avez faites, les uns et les autres, enfin tous les quatre, les cinq, sont des remarques justes. Merci. Juste. Donc, je vous remercie Merci de ta présence. de vous être livré à Et si tu un veux, travail. si tu veux t'installer dans un petit coin avec les livres, Non, mais je suis Oui, c'est vrai, il faut sûrement lui pour essayer de demander. oui, Je ne prends pas de ça. Surtout M. Jupiter qui pose au soleil. Il a une question, Marco. Non, il y a une question, je voulais savoir comment il vivrait son opposition Saturne, Jupiter d'un point de vue professionnel, les planètes étant en carré du le Soleil. soleil. Alors, est-ce que On ça... en parlera un dimanche parce que là il est un peu pressé. Mais en fin de compte, Jupiter-Soleil, carré. Le Soleil, il y a un complexe spectaculaire. Saturne est en carré, il y a quand même... Et alors, le carré de Saturne peut briller un peu ce c'est ça. complexe spectaculaire. Et suivant les rythmes planétaires, on passe de l'expansion à la rétraction. Il n'y a pas une espèce d'insatisfaction, quand même. Peut-être. Pas une... C'est possible aussi.